Tu connais l'histoire du générique des Zinzins de l'espace interprété par Iggy Pop? Non? Je te raconte. Diffusé entre le 6 septembre 1997 et le 12 mai 2006 sur France 3, Les Zinzins de l'espace, c'est une série d'animation française d'une centaine d'épisodes, créée par Jean-Yves Rimbaud et Philippe Traversa. Comme le rappelle le générique à chaque épisode, la série comique met en scène une bande d'extraterrestres échoués sur Terre, dans une maison à louer après la déroute de leur vaisseau spatial. Pendant qu'ils cherchent une solution pour rentrer chez eux sur la planète Sigma B, ils doivent redoubler d'efforts pour faire fuir les différents visiteurs intéressés par cette maison. Et pour ne pas éveiller les soupçons, l'un d'eux, Ethno, crée une machine anthropomorphique dénommée SMTV, le super méga transvolteur, leur permettant de changer d'apparence afin de tromper les humains sur leur véritable origine. Lors de la première saison, nous suivons 5 personnages, puis 4 à partir de la seconde saison. Le curieux Ethno, leader du groupe scientifique qui cherche à ramener sa famille dans leur foyer. L'obsessionnel et maniaque Candy passant son temps à tout nettoyer et ranger. Le colérique Gorgius, un glouton se trouvant être le personnage le plus violent de la bande. Le tranquille, voire trop tranquille Bud, déconnecté de la réalité passant la quasi-totalité de son temps devant la télé au grenier. Attends, je viens de faire du Necfeu là. Et Stéréo qui a la particularité d'être 2 personnages en un et qui sera retiré dès la deuxième saison. Comme la plupart des autres productions du genre de Marc Dupont-Avis, Oggy et les cafards par exemple, chaque épisode repose sur le même schéma. Ici, un nouveau locataire arrive et les aliens doivent le faire fuir. Sur Allociné, le producteur s'explique sur ce schéma et sur son style reconnaissable. J'ai bâti ma carrière avec cette idée obsessionnelle que tout ce que je produis doit durer et voyager à travers le monde. Et j'ai remarqué à l'époque que les dessins animés que les Américains avaient alors cessé de produire possédaient justement ces 2 qualités exceptionnelles. D'après lui, comme Tom et Jerry par exemple, l'absence de dialogue autour des gags permet de rendre les dessins animés américains qu'il affectionne universels. Et ces derniers continuent encore aujourd'hui à fonctionner auprès d'un large public. L'essence même de ces gags visuels forment un langage universel, que nous avons d'ailleurs cherché à pousser à l'extrême avec nos productions, puisque certaines de nos séries sont entièrement non dialoguées. La mise en scène de nos séries est donc universelle, puisqu'elle ne s'enferme pas dans les frontières du langage, ce qui explique pourquoi nos productions sont diffusées dans à peu près 200 pays et rencontrent le succès aux 4 coins du monde. Le fait assez surprenant de la série réside dans son générique. En effet, beaucoup de gens oublient ou ne savent pas que c'est bel et bien l'unique Iggy Pop qui a interprété la musique du générique des Zinzins de l'espace. Eh oui! Marc Dupont-Avis et Jean-Yves Rimbaud, l'un des 2 créateurs de la série, réfléchissaient au style musical du générique. Ils voulaient une musique assez rock avec pour référence David Bowie, les Ramones et Iggy Pop. À force de brainstormer, se rendant compte que le style d'Iggy Pop était parfait pour les Zinzins de l'espace, ils ont cherché à contacter la star pour lui proposer de collaborer ensemble sur le projet, sans s'imaginer une seule seconde qu'il dirait oui. Bah il a dit oui. Iggy Pop aurait trouvé l'univers de la série génial et collant totalement au sien. Il travailla par la suite sur une maquette que les créateurs et le producteur de la série ont validée. Il passa 2-3 jours à Paris en studio pour enregistrer sa musique. Et voilà, le thème de la série était né. Un magnifique exemple comme quoi le culot ça peut payer. Oui bonjour, je voudrais une augmentation. Un papier et un stylo? Oui bien sûr. V A T va te faire... D'habitude, ce sont des chiffres que l'on attend comme réponse, non? Un générique a pour moi 2 fonctions. Celui d'appel pour signaler le début d'un épisode et faire venir le spectateur jusqu'à son écran de télévision, mais aussi un rôle très important dans l'empreinte mémorielle. J'ai toujours tenu à ce que mes génériques aient leur propre identité visuelle et ne soient pas juste un montage d'extraits de la série. Les génériques comme ceux des productions de Marc Dupont-Avis ont pour but de créer un rendez-vous auprès du téléspectateur. Mettre un point d'honneur à la qualité et à l'originalité d'un générique interpelle le spectateur à son écoute. Alors oui, ça paraît évident dit comme ça, mais s'il ne se trouve pas devant la télévision à ce moment-là et que celle-ci tourne dans le fond, inconsciemment il saura qu'un épisode se lance puisque la série se démarque par sa musique. Et un générique qui reste dans la tête, facile à chanter ou à siffloter, permet de rendre l'œuvre immortelle. Digimon, petit monstre, vous êtes les champions. Je n'ai aucun souvenir de la série Digimon, sauf de son générique. Donc par conséquent, elle existe toujours. Et toi, tu connaissais l'histoire ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce bleu, commentaire, abonnement et la cloche. C'est très important pour le soutien et le référencement. Si les histoires originales autour de la pop culture vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir mes autres épisodes de Tu connais l'histoire, sur le décolleté qui a été à l'origine de la création de Google Images, ou l'histoire de Seven Nation Army devenu un hymne international. Bref, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao. Et sinon, pour les tickets resto ?